ce manuel, c'est une capitalisation de l'expérience acquise par le CECAR depuis 2013 dans l'accompagnement de coopératives, de paysans et paysannes, essentiellement au Bénin et au Togo. Et en tout, dans ce manuel, on aborde 14 pratiques agroécologiques. Et dans ce manuel, en fait, est aussi subdivisé en deux parties. Donc, il y a la partie sur les 14 pratiques agroécologiques, mais avant, on a toute une partie théorique qu'on a appelée quelques notions fondamentales d'agroécologie, parce qu'on pensait que c'était bien, avant de parler vraiment de la pratique, de rappeler vraiment des notions fondamentales qui sont extrêmement importantes si on veut réfléchir et développer des systèmes agroécologiques plus durables. Donc, on va commencer par un peu présenter, Simplice et moi, cette première partie avant d'aborder la deuxième partie. Donc, au tout début, on a trouvé que c'était important de rappeler un peu d'où vient l'agroécologie, pourquoi, comment ça s'est développé, un peu son historique. Donc, Roger l'a déjà un peu mentionné dans son introduction. Je vais revenir brièvement quand même là-dessus. Donc, l'agroécologie, c'est un terme qui est assez récent au final. C'est un terme qui a été développé dans les années, formalisé et développé vraiment dans les années 70-80. Mais en fait, si on pense en termes de pratiques, aujourd'hui, il y a des pratiques qu'on dit agroécologiques qui en fait sont des pratiques millénaires qui sont développées depuis des centaines, voire des milliers d'années dans certains cas. Là, je donne deux exemples assez connus. Donc, par exemple, en Amérique du Sud, on a l'exemple de la milpa. Donc, c'est une association de culture entre le maïs, la courge et le haricot. Une autre pratique plus proche de chez nous, enfin en tout cas plus proche de l'Afrique, donc ce serait le zaï par exemple. Donc le zaï, c'est une pratique développée dans le Sahel il y a fort longtemps, qui permet justement d'accumuler l'eau et les nutriments lorsqu'on est dans un milieu pauvre en eau et en nutriments. Et donc, comme l'a relevé Roger, je ne vais pas redire tout ce que Roger a dit, mais c'est vraiment en fait à cause de la révolution verte, et des abus de l'agriculture industrielle ou conventionnelle, qui a favorisé en fait l'émergence, dans un premier temps, de ce qu'on pourrait appeler l'environnementalisme, et après dans sa composante agricole, à savoir l'agroécologie. Donc, c'est vraiment les effets néfastes que Roger a un peu abordé dans son introduction, les effets néfastes de l'agriculture conventionnelle qui ont poussé vraiment au développement de l'agroécologie. Et donc, l'agroécologie vise vraiment, en associant à la fois des savoirs très modernes, scientifiques très modernes, et d'autres savoirs plus traditionnels, comme par exemple ceux que j'ai pu évoquer précédemment. En fait, l'agroécologie va vraiment chercher à développer des systèmes agricoles et voire même plus largement des systèmes alimentaires plus durables. Et juste un petit schéma pour illustrer vraiment cette différence de système entre un système conventionnel et un système agroécologique. Donc ça, c'est tous des schémas qui sont tirés du manuel, qu'on explicite bien dans le manuel. Donc on voit qu'un système conventionnel, on voit que le système conventionnel, pour produire une certaine quantité de nourriture, il va avoir un besoin énorme d'intrants externes. Donc là, sur le côté gauche, on voit une flèche intrant externe extrêmement large. Et en plus, la production dans un système conventionnel va avoir tendance à avoir ce qu'on pourrait appeler des externalités négatives. Donc on peut penser, Roger a mentionné certaines pollutions avec des fongicides. Ça peut être un exemple d'externalité négative qui ressort d'un système conventionnel. Donc certes, on va produire potentiellement beaucoup, mais il y aura un fort prix à payer pour cette production. Et en contrepartie, un système agroécologique va justement, lui, limiter au maximum l'entrée d'intrants externes. Et comment il va faire ça? Il va en fait favoriser les processus écologiques naturels, par exemple du sol ou du sol par exemple, pour justement s'appuyer sur les processus naturels qui sont en action dans le sol pour produire aussi beaucoup. Roger l'a
très bien mentionné, parfois on peut aller jusqu'à un triplement de la production quand on passe à un système agroécologique en Afrique subsaharienne, par exemple. Et aussi, l'agroécologie va viser à non pas produire des externalités négatives, mais plutôt des externalités positives. Dans le manuel, on aborde toutes ces externalités positives en détail. On peut aussi appeler services services écosystémiques. Donc, c'est tous des services en fait que la production agricole va donner à la société en plus de la production alimentaire. Pour donner juste un exemple, par exemple, un système agroécologique diversifié avec beaucoup de diversité va favoriser par exemple les insectes pollinisateurs, et ceux-ci vont pouvoir justement offrir leur service en tant que pollinisateurs et donc polliniser les différentes plantes qui ont besoin d'être pollinisées. Donc voilà un peu un schéma qui illustre la différence entre ces deux systèmes. Et ensuite, en termes donc on a dit que la révolution verte et l'agriculture industrielle en général ont des effets néfastes. En plus, bien sûr, ils produisent, mais ils ont beaucoup d'effets malheureusement néfastes. On pourrait réunir, si on devait classifier ces effets, on pourrait globalement les réunir en trois grandes composantes: une composante environnementale, une composante économique et une composante sociale. Donc, par exemple, pour la dimension environnementale, on pourrait rappeler donc les pollutions dues au lessivage, par exemple, des pesticides ou des fongicides ou des herbicides. On peut aussi parler de la perte de biodiversité dans nos fermes, dans nos exploitations agricoles. Pour la dimension économique, par exemple, on constate qu'il y a un fort endettement des agriculteurs parce que les intrants sont chers, la mécanisation coûte cher. Donc, beaucoup de fermiers et fermières s'endettent énormément. Par exemple, pour la dimension sociale, on pourrait voir que, par exemple, il y a beaucoup de pertes de savoirs ancestraux. Par exemple, le zaï que j'évoquais tantôt est une technique bien connue à l'époque, mais qui a été perdue petit à petit et qui maintenant revoit un peu le jour grâce justement au développement de l'agroécologie. Et donc, l'agroécologie, si elle veut améliorer la situation et ne pas faire ce qu'a fait l'agriculture industrielle, elle doit vraiment travailler dans toutes ces dimensions. Donc, à la fois dans la dimension environnementale, dans la dimension économique et dans la dimension sociale. Donc, voilà pour un peu l'introduction qu'on faisait dans le manuel. Le manuel va encore plus loin, donc pour celles et ceux qui sont intéressés à encore en savoir plus sur le développement de l'agroécologie et autres, vous pouvez aller voir dans le manuel cette partie-là. Ensuite, on a trouvé qu'il était intéressant de s'attarder un peu sur les définitions de l'agroécologie. L'agroécologie, comme je l'ai dit, ça a été un terme qui s'est un peu formalisé dans les années 70-80. Et au fil de son histoire, elle a eu beaucoup de définitions diverses et on voit que les définitions ont évolué pour arriver à une définition d'aujourd'hui, à la définition qu'on pourrait donner aujourd'hui. La première définition vraiment qu'on pourrait trouver sur l'agroécologie, c'est une définition qui est donnée par Miguel Altieri, donc un professeur de l'université de Berkeley aux États-Unis. Et c'est un des fondateurs de l'agroécologie moderne, disons. Et donc, l'unité fondamentale pour l'étude de tout ce qui compose un agroécosystème, donc les cycles minéraux, les transformations énergétiques, les processus biologiques et les relations aussi, sans oublier les relations socio-économiques. Donc, déjà à cette époque-là, il voyait bien l'importance de vraiment englober toutes les dimensions du développement durable, on pourrait dire, donc les dimensions environnementales et socio-économiques. Ensuite, les définitions vont un peu se développer et on va
élargir un peu le champ d'étude de l'agroécologie. Et donc, on va définir l'agroécologie plus seulement comme l'étude intégrée de la ferme, d'une ferme ou d'un petit système agricole, mais vraiment de l'ensemble du système alimentaire. Et toujours en prenant en compte les dimensions économiques, sociales et écologiques. Donc, on a vu ici une montée à l'échelle de la part de ces définitions. Et finalement, encore, on avance encore un peu. Et avant, l'agroécologie était peut-être un peu concentrée dans les milieux scientifiques, dans des milieux un peu avisés. Et c'est vraiment dans les années 2000-2010 que vraiment l'agroécologie va être vulgarisée et popularisée auprès du plus grand nombre. Et on le doit notamment à Olivier de Scutter, donc, qui est l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à une alimentation suffisante. Et donc, dans ces rapports sur le droit à l'alimentation pour l'ONU, il va vraiment mettre en valeur l'agroécologie comme vraiment une notion de base pour arriver dans le droit à l'alimentation. Et donc, on pourrait dire vraiment, lui, ou en tout cas, il va vraiment contribuer à rendre vraiment public la thématique de l'agroécologie et la populariser auprès du plus grand nombre. Et finalement, peut-être la dernière évolution ou de définition qu'on pourrait donner, qui s'apparenterait un peu à la définition qu'on pourrait donner à l'heure actuelle de l'agroécologie. Ici, on a choisi une définition de Steven Glissman, qui est un des autres fondateurs avec Altieri de l'agroécologie moderne. Et donc, lui précise qu'aujourd'hui, l'agroécologie a 3 composantes principales. D'abord, comme il rappelle, le premier élément, c'est l'étude scientifique des processus dans les agroécosystèmes. Donc, ça rappelle les débuts de l'agroécologie comme un peu une discipline scientifique. Mais aussi, il y a le côté aussi pratique. Donc, l'agroécologie, c'est aussi la promotion et l'élaboration de pratiques agricoles durables. Donc, il y a le côté scientifique de l'agroécologie, il y a le côté plus pratique de l'agroécologie. Et il y a même un troisième côté qui s'est développé, disons, à partir des années 90, c'est l'aspect mouvements sociaux, mouvements paysans. Et donc, l'agroécologie doit aussi accompagner les changements, ces mouvements sociaux, pour engendrer des changements sociaux et environnementaux qui sont nécessaires à l'émergence de nouveaux systèmes alimentaires plus durables. Donc là, on peut citer par exemple une des plus importantes organisations, c'est Via Campesina, qui a été créée en Amérique du Sud dans les années justement 90. Et aujourd'hui, les mouvements paysans se sont démultipliés à travers le monde. Et en Afrique, par exemple, on peut citer la Copagène, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, qui sont des mouvements justement de base, de plaidoyer et de promotion de justement ces changements nécessaires au développement de l'agroécologie. Donc voilà un peu, on a toute une partie dans le manuel qui traite justement de l'évolution de ces définitions et comment elles ont pu évoluer en fonction de travaux de recherche ou sur le terrain. Notre vision de développement au CECA est une approche une approche holistique qui est basée sur 4 grands éléments. Est-ce que Ghislain peut défiler les choses? Voilà, notre approche qui est basée sur 4 éléments ou 4 principes. Alors, un premier principe qui est un ensemble de principes scientifiques de gestion des écosystèmes. Un deuxième principe qui est principe éthique lié à la Bible. Je vais revenir un peu sur ces éléments tout à l'heure. Et un quatrième groupe de principes qui est principe basé sur la bonne gestion des fondements pour l'agriculture. Et un dernier groupe de principes qui est en lien avec la permaculture. Alors, en ce qui concerne les premiers groupes de principes scientifiques de gestion, ce sont en réalité les principes liés à la gestion des fondamentaux
les principes liés à la gestion des fondamentaux tels que les sols, l'eau, les plantes, les animaux, les paysages, etc. Et donc, d'anciens principes, c'est de pouvoir travailler avec des pratiques qui permettent de maintenir, tout en produisant beaucoup de la nourriture, tout en produisant beaucoup de la nourriture, de maintenir les écosystèmes dans un état d'équilibre. Et on peut retenir comme exemple pour ces principes voilà, en matière de gestion des sols, d'anciens principes, l'idée qu'il faut faire avancer, c'est d'augmenter le taux de matière organique à chaque fois qu'on intervient dans le cadre de la production, ne pas laisser le sol totalement nu, c'est-à-dire le couvrir autant que possible. Il faut faire un travail minimum du sol, etc. etc. Il faut maintenir la matière organique, le taux de matière organique, comme je l'ai déjà dit, au niveau du sol. En termes de, par exemple, gestion de l'eau, il est question de ne pas gaspiller de l'eau, donc de collecter, de développer des mécanismes pour collecter autant que possible de l'eau de pluie, le conserver dans le sol à partir des pratiques, des bonnes pratiques, et également veiller à ce que l'eau qui est dans le sol soit préservée du point de vue qualité. Alors, l'autre élément d'exemple lié à la gestion de la biodiversité, Roger l'a dit tout à l'heure, dans un système agroécologique, il faut gérer la diversité génétique, gérer même au niveau de la diversité, au niveau de l'espace, au niveau du temps et au niveau du fonctionnement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans un espace de culture, c'est bien d'apporter beaucoup plus de diversité en termes de plantes, d'éviter la monoculture pour qu'il y ait vraiment une certaine complémentarité à travers les effets de toutes les plantes qu'on met ensemble. Et au niveau de la diversité temporelle, s'engager dans une succession culturelle qui apporte un plus à l'écosystème au lieu de pouvoir aller dans un registre qui développe la monoculture qui est très néfaste pour l'agriculture. Alors, ça, c'est le premier groupe de principes, les principes scientifiques de gestion de l'écosystème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, le SECA, nous sommes un organisme chrétien. Et dans notre vision de travail, notre vision de développement, on a une vision assez holistique qui nous amène à voir les choses autrement. Et donc, ce qui fait intervenir ce deuxième groupe de principes, les principes éthiques bibliques de fidélité à la terre et à son prochain. Alors, qu'est-ce qui est mis derrière ce principe-là? Nous avons compris que en tant qu'être humain, homme et femme, créés par Dieu, notre rapport avec la terre, que ce soit un rapport de production, doit être un rapport qui n'est pas dans le sens de la destruction, mais c'est un rapport qui doit amener à être fidèle et un rapport qui doit permettre aux hommes et aux femmes qui produisent de la nourriture de pouvoir être au rendez-vous, de donner à la terre, de nourrir la terre avant de pouvoir attendre que la terre aussi nous redonne de la nourriture en retour. Et donc, c'est ce principe de fidélité à la terre qui est mentionné là. Deuxième aspect de ce principe éthique de fidélité qui fait partie de notre approche agroécologique, c'est la fidélité par rapport au prochain. Ça voudrait dire tout simplement que nous sommes, étant agriculteurs ou agricultrices, nous sommes appelés à produire de la nourriture. Et si nous pensons au bien-être de ceux qui doivent consommer la nourriture, nous devions offrir de la nourriture qui est saine et non de la nourriture vraiment polluée.
Et en faisant ce travail, nous devons penser aussi aux générations futures, leur laisser une terre qui n'est pas complètement dégradée. Donc, ce principe éthique qui constitue l'élément de notre approche est en concordance avec notre vision holistique de développement qui voudrait que l'être humain créé par Dieu soit en bon terme, soit réconcilié avec Dieu, soit en bon terme avec ses prochains, soit en bon terme avec lui-même et soit en bon terme avec tout ce qui nous entoure en tant que création. Alors, on en vient maintenant au troisième principe qui fait partie de notre approche. Et troisième groupe de principes, c'est les principes de bonne gestion de la Fondation pour l'agriculture. Alors, ces principes voudraient dire simplement qu'en tant qu'agriculteur, en tant que producteur, productrice, quand on veut produire, tout ce qu'on veut faire, nous devrons le faire en respectant un certain nombre de choses. Nous devons le faire à temps parce que si on respecte des principes techniques, ces principes scientifiques, et que nous sommes amenés à faire des opérations agricoles à temps et qu'on ne le fait pas à temps, ça peut agir sur la production en tant que production agroécologique. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour apporter. Ça voudrait dire également tout ce que nous voulons faire dans notre, en termes de, tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire avec des normes de qualité, ne pas bâcler ce qu'on veut faire si on veut vraiment réussir. Ça voudrait dire que ce n'est pas parce qu'on reste des principes scientifiques qu'on doit se dire que le reste, si on peut bâcler les choses et s'attendre vraiment à avoir un résultat intéressant. L'autre élément de ce principe de bonne gestion, c'est d'éviter les gaspillages des ressources, telles que l'eau, même les semences, etc. Donc, ce qu'on doit faire, on le fait vraiment de façon juste, sans gaspillage. Et le dernier élément de ce principe de bonne gestion, c'est que tout ce qu'on doit faire dans le cadre de la promotion de l'agroécologie ou bien des bonnes pratiques, on doit le faire avec joie, parce que le travail agricole, c'est un travail assez difficile, donc il faut un engagement parfois de cœur, d'enthousiasme, de générosité au niveau du producteur. Il faut aussi un engagement au niveau de l'esprit qui voudrait avoir quand même aussi quelques connaissances, quelques savoirs en termes de bonnes pratiques. Alors, dernier groupe de principes, c'est les principes éthiques de la permaculture. Alors, je pense que tout le monde a quand même une idée de la permaculture qui est une forme d'agriculture de façon permanente qui valorise aussi bien les interactions et les ressources locales d'un milieu. Et donc, en termes d'éthique pour les principes de la permaculture, il y a trois éléments qu'on met aussi ensemble. D'abord, prendre soin de la terre qui nous donne de la nourriture, la terre avec tous ses composants, l'eau, l'air, le sol, le paysage, les animaux, les plantes, tout ce qui l'entoure. L'agriculteur, l'agricultrice doit, dans tout son travail, veiller à ce qu'il prenne soin de la terre qui est la base de toute production. Et en prenant soin de la terre, quand il produit de la nourriture, il pourra mieux prendre soin de lui-même ou bien d'elle-même, de sa famille, de ses amis, de sa communauté, et puis penser également au même moment aux générations futures. Et automatiquement, quand il est dans ce rapport, il prend soin de la terre, il prend soin de lui-même, il va arriver à avoir dans un rapport de partage équitable où les ressources ou les déchets qui seront issus de son système de production seront encore revalorisés. Donc, il n'aura pas de déchets en tant que tels, ces déchets seront revalorisés, les surplus de production seront partagés et il va rentrer dans une gestion durable des ressources avec un esprit de coopération au lieu de compétition.
Voilà les 4 éléments qui rentrent dans notre approche de travail, notre approche de promotion de l'agroécologie. Ghislain, tu peux aller à la dernière page. Mais ce qui est important, ce n'est pas un groupe de principes à appliquer qui est important, mais c'est le fait de pouvoir mettre l'ensemble, le tout ensemble et de travailler de façon concomitante sur tous ces principes-là qui fait le sens, qui donne le sens à notre approche de promotion de l'agroécologie. Voilà ce que je voudrais partager. Voilà, comme je l'ai dit, l'important, c'est la combinaison, la prise en compte de tous ces éléments-là qui donnent un sens à notre approche. Ce n'est pas prendre les approches de façon sectorielle, mais de façon assez globale, de façon holistique, qui donne un sens à notre approche de promotion de l'agroécologie. Il nous semblait important, avant de passer aux pratiques agroécologiques, de donner vraiment quels pourraient être les fondements pour la réflexion, pour le développement, par exemple, d'une ferme agroécologique ou d'un agroécosystème donné. Simplice en a déjà évoqué certains. Donc, on pense que c'est vraiment important dans le développement de tout projet agroécologique d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on va gérer nos sols. Donc, Simplice l'a déjà évoqué un peu juste avant. Ensuite, pareil pour la gestion de l'eau, Simplice l'a déjà évoqué. Gestion de la diversité également évoquée par Simplice juste avant. Ensuite, il y a un quatrième élément qu'on pourrait rajouter, c'est ce qu'on pourrait appeler la gestion du changement climatique. Donc, on sait aujourd'hui que le système alimentaire dans son ensemble est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre globalement. Donc, c'est extrêmement important dans la réflexion, dans le développement d'une ferme agroécologique ou d'un système agroécologique, de prendre en compte le fait que le système doit émettre au moins le moins possible de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la mitigation. Mais aussi, malgré tous les efforts qu'on peut envisager, le changement climatique aura des impacts et a déjà des impacts. En particulier, si on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne, même l'Afrique en général, on voit déjà des impacts. On voit déjà les saisons des pluies qui commencent à devenir soit de plus en plus courtes, soit avec des pluies de plus en plus irrégulières. Donc, ça commence à devenir délicat de prévoir ces cultures. Donc, l'agroécologie doit aussi intégrer dans sa réflexion l'aspect de la résilience, donc comment développer des systèmes agricoles qui justement sont adaptés à ce genre de nouveaux facteurs à prendre en compte. Et finalement, là, on a évoqué des facteurs d'ordre environnementaux, mais comme il a été évoqué auparavant, c'est important aussi de prendre en compte les autres dimensions. Donc, dans le manuel, on va plus en profondeur dans les 3 suivantes que j'évoque ici. Donc, la première, c'est l'aspect plutôt économique. Donc, vraiment, c'est bien de produire en respectant l'environnement, mais il faut aussi que les rendements soient là et que la profitabilité soit aussi là. Donc, c'est important de réaliser qu'un bon développement de l'agroécologie passe aussi par des rendements et de la profitabilité. Et aussi, ensuite, plus un aspect peut-être, des aspects plutôt sociaux. Donc, il y a vraiment toute une gestion du savoir et de l'innovation qui est important. Donc, on a évoqué, par exemple, certains savoirs ancestraux qui avaient été abandonnés ou laissés de côté, comme par exemple, c'est important justement de les inclure dans la démarche agroécologique pour les remettre en valeur, mais aussi, il ne faut pas oublier peut-être
toutes les innovations plus modernes que la science moderne nous a apportées. Et donc, eux aussi, il faut savoir les inclure dans la transition agroécologique. Et finalement, une gestion qu'on pourrait dire solidaire et sociale. Donc vraiment, Simplice l'a évoqué dans la partie de notre approche quand il parlait de la permaculture. C'est un des piliers de la permaculture, la solidarité, vraiment de partager les surplus de production de manière équitable. Donc voilà un peu pour dans cette partie-là, dans cette troisième partie de la partie théorique du manuel, on aborde vraiment en profondeur toutes ces notions qui, à notre sens, sont essentielles pour justement une réflexion en profondeur et un développement sain d'une ferme agroécologique, par exemple, ou d'un agroécosystème plus étendu. Et finalement, pour finir la partie un peu théorique, il nous paraissait important de soulever l'aspect de la transition agroécologique comme envisagé par Steven Glisman en 2014 ici. Donc Steven Glisman, on l'a déjà vu avant lors d'une définition. Donc c'est un des fondateurs, en tout cas côté anglophone de l'agroécologie. Et donc lui va définir vraiment 5 étapes essentielles pour une transition agroécologique réussie. Donc la première étape, c'est vraiment l'étape de base, c'est vraiment de chercher à optimiser les pratiques de l'agriculture industrielle. Donc comment est-ce qu'on peut optimiser l'usage des pesticides ou des engrais chimiques, par exemple, pour en utiliser le moins possible et pour, du coup, éviter tout leur impact nocif sur l'environnement. Donc, c'est vraiment peut-être la première réflexion à avoir, c'est d'optimiser ce qu'on fait déjà pour limiter leur impact sur l'environnement. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là pour une transition agroécologique réussie. On doit chercher des alternatives pour ces produits. Est-ce qu'il n'existerait pas des alternatives beaucoup moins nocives pour l'environnement organique, donc à ces produits chimiques? On peut penser par exemple à substituer les engrais chimiques avec des engrais organiques comme du compost, du bokashi par exemple. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est plus seulement de substituer simplement les engrais chimiques par des engrais organiques, mais c'est vraiment de repenser l'agroécosystème dans son ensemble pour augmenter toute la diversité dans l'agroécosystème pour maximiser en fait les interactions bénéfiques entre les différents éléments. Et donc, peut-être à terme, avoir moins besoin justement d'utiliser même des produits organiques, des engrais organiques comme le compost ou par exemple des pesticides organiques qu'on aurait pu produire. Donc là, c'est les 3 premiers éléments de la transition agroécologique selon Glisman. On voit que ces 3 éléments se contentent de rester au niveau de la ferme. Donc là, ici, c'est vraiment au niveau de la ferme que ce changement se joue, que ces 3 premières étapes se jouent. Mais après, comme on l'a vu dans le développement de l'agroécologie, c'est important de sauter l'échelle. C'est pas seulement d'améliorer la durabilité des fermes et des systèmes agricoles, mais c'est aussi important d'améliorer la durabilité du système alimentaire dans son ensemble. Et là, c'est les points 4 et 5 que Glisman aborde. Le premier point, numéro 4, ce serait de reconnecter justement les producteurs avec la société en général. On voit aussi que nos producteurs sont maintenant souvent, décrédibilisés ou invisibilisés dans nos sociétés. Donc, c'est important de les revaloriser et aussi de les reconnecter plus directement avec les consommateurs et les consommatrices pour créer des bénéfices mutuels. Donc, ça serait l'étape 4. Donc là, on voit vraiment que ça, c'est plus seulement au niveau de la ferme que ça se passe, mais c'est au niveau de la société dans son ensemble. Et finalement, le point culminant de cette transition agroécologique selon Glisman, c'est vraiment de effectuer un plaidoyer pour promouvoir des changements
changement de mode alimentaire qui permettrait d'arriver vers des consommations plus durables et donc des sociétés plus durables. Donc là, c'est l'étape ultime, c'est vraiment l'étape sociétale large, disons. Donc aujourd'hui, c'est comment dire, ces éléments de transition agroécologique qui sont communément utilisés et admis, c'est généralement ces 5 points de Glisman qui sont utilisés par les différentes organisations impliquées dans l'agroécologie. Et donc, c'est vraiment ces étapes-là qui elles sont pas forcément à suivre une à la fois. Elles peuvent aussi se chevaucher en fonction en fonction des situations. Mais c'est vraiment ces étapes-là à respecter ou en tout cas à réfléchir dessus pour arriver à une transition écologique la plus juste et la plus durable possible. Je vais vous donner quelques éléments sur les pratiques qui sont développées dans le manuel. Ghislain, allons. Voilà, donc tout à l'heure, quand Thibaut parlait, il faisait mention de 14 bonnes pratiques. Bon, dans la réalité, il y a 15, mais dans la présentation, je crois qu'on a fusionné 2 pratiques. Donc, voilà, 14 ou 15, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, en termes de listing, si on doit parcourir un peu ces bonnes pratiques qui sont développées dans le manuel, développées par expérience sur le terrain qu'on a essayé de traduire dans le manuel. Voilà, il y a les 15 qui sont le système de riziculture intensive, le couvert végétal, le semis direct sous couvert végétal, l'association, la rotation des cultures, les engrais organiques solides et liquides, les biopesticides, etc., tels que vous le voyez, ces pratiques-là. Maintenant, à la fin, la suite de ces pratiques, l'association des cultures, l'agroforesterie, les jardins de plantes médicinales. Et la suite, c'est le plaidoyer, les ventes directes et les circuits courts. Les ventes directes et les circuits courts, l'implication des jeunes et des femmes, la recherche-action et la production des semences paysannes. Ça, c'est les 15 ou 14 bonnes pratiques qui sont développées par les partenaires à la base et qu'on a essayé de pouvoir traduire dans le manuel. Maintenant, quand on prend chaque pratique, la présentation de chaque pratique, voilà à peu près comment ça se présente. Chaque pratique, il y a son titre et puis une citation qui est en lien avec la pratique. On est passé après à la définition de la pratique, les contextes dans lesquels on peut appliquer une telle pratique, quelle est la portée écologique et l'utilité de la pratique. Les conditions préalables sont aussi décrites. Les matériaux et les matières premières qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre la pratique, le matériel nécessaire, les difficultés, les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de ces pratiques, les étapes, différentes étapes de la mise en œuvre. Et on termine souvent avec un témoignage d'un paysan ou d'une paysanne qui a expérimenté la pratique avec succès. Alors, tableau récapitulatif comparatif et les encadrés spéciaux pour pouvoir expliquer certains détails liés à la pratique. Ça, c'est le plan général de présentation de chaque pratique. Maintenant, si je reviens à toutes les pratiques, aux 14 pratiques qui sont consignées dans le manuel, on peut avoir une catégorisation de ces pratiques-là. Et on peut catégoriser les pratiques en 3 groupes. Les pratiques d'ordre technique qui sont purement d'ordre technique, par exemple le paillage, l'agroforesterie, les associations de culture, les rotations de culture. Ça, c'est des pratiques qui permettent de pouvoir améliorer une production tout en maintenant un certain équilibre dans l'écosystème de production tel qu'on l'avait dit.
Alors, on peut voir quelques exemples de ces pratiques-là. Ghislain? Alors, quelques images qui traduisent ça. Non? Allons un peu de... Voilà, c'est ça. Ça, c'est la fabrication du compost, des engrais organiques solides par un groupe de femmes qui avaient déjà fait le tas du compost et l'animateur, l'encadreur, le formateur étaient retournés pour voir à peu près, pour essayer de voir le degré de maturation de l'engrais organique, le compost. Alors là, le suivant, c'est une pratique de couvert végétal vivant ou dans le maïs, voilà, le maïs qui est là, on a semé du puralia qui couvre le sol et qui permet le sol d'être protégé contre les rayons solaires et ça permet de garder l'humidité. Et au même moment, ce couvert végétal pourrait après servir de la biomasse pour enrichir encore le sol. Alors, on peut avancer. Voilà, ça, c'est quelques exemples de pratiques d'ordre technique. Maintenant, on va vers les pratiques d'ordre un peu social. Tout à l'heure, quand on faisait les présentations, on vous a, en termes d'approche, il y a des éléments qui vont un peu dans le social et dont on doit tenir compte dans la promotion de l'agroécologie. En tout cas, dans notre approche, on tient vraiment compte de ça. Donc, il y a des pratiques qui sont développées, par exemple, le plaidoyer, la recherche-action qui permet de valoriser les savoirs locaux, l'implication des jeunes et des femmes dans les activités vraiment agricoles, la promotion même des jardins, des plantes médicinales, la production des semences paysannes qui permet de conserver une identité culturelle. Voilà, toutes ces pratiques, on dirait que ça, ma voix vibre, hein. Toutes ces pratiques sont rangées un peu dans les pratiques d'ordre social. Hein. On va voir aussi quelques éléments. Est-ce qu'on m'entend très bien? Ou bien on ne m'entend pas? On t'entend très bien, Simplice, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro, mais on ne sait pas qui. Ok, d'accord. Mais c'est bon, on t'entend. D'accord. Donc, voilà, je voulais donner des exemples de pratiques d'ordre social. Et là, on est sur un espace où un producteur ou une productrice a son jardin de plantes médicinales. Voilà, qu'il est en train d'expliquer quel est le processus, comment est-ce qu'elle est arrivée à ça et quelle est l'utilité pour un paysan, une paysanne d'avoir son jardin de plantes médicinales. Et quelle est l'utilité même de jardin de plantes médicinales en tant que pratique agroécologique. Donc, cette paysanne-là a vraiment expliqué un peu ça. Alors, l'autre pratique, après on va revenir sur les débats, l'autre pratique, l'autre image, ça c'est un groupe de producteurs qui vient de récolter le riz et ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent extraire de la semence à partir de ce champ de riz. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de la promotion des semences paysannes. Alors, un autre élément, comme exemple, voilà, j'ai parlé tout à l'heure du plaidoyer. Voilà, la promotion de l'agro ou bien le développement de l'agroécologie rencontre des fois des obstacles et des obstacles qui demandent des fois à des producteurs, des paysans, des paysannes de pouvoir s'organiser, de pouvoir en parler avec les autorités, de pouvoir en parler avec les membres de leur communauté pour pouvoir aller beaucoup plus de l'avant. Et donc, à partir de ces contraintes-là, il y a besoin de pouvoir faire un plaidoyer. Et là, c'est une image qu'on a introduite ici qui montre la dame, la dame qui va vers une autorité qui pose le problème rencontré par son groupe pour que l'autorité puisse l'aider à améliorer ce problème-là. Voilà, donc ça, c'est des pratiques qu'on classe dans les pratiques d'ordre social. J'ai déjà parlé de promotion des plantes médicinales. Là, ça aussi, l'image symbolise très bien la maman qui avait planté, qui avait
ouais, planter les plantes médicinales, si je peux me répéter. Et comme il y a un petit malaise, donc il est allé faire des prélèvements pour pouvoir faire ses premiers soins avant de pouvoir penser si elle doit aller plus loin à l'hôpital ou bien au dispensaire. Voilà. Donc ça, c'est la pratique, l'illustration de sa pratique. Dernière catégorie de pratiques, c'est les pratiques d'ordre économique. Alors, nous l'avons déjà dit, l'agroécologie avec toutes ces trois dimensions, dimension purement technique, environnementale, sociale, socio-culturelle et puis économique. Donc, il y a des pratiques qu'on range dans les pratiques d'ordre économique. Par exemple, l'utilisation des circuits courts pour la commercialisation des produits. Au lieu de pouvoir laisser le producteur être triché par les intermédiaires commerciaux, il faut les encourager à développer les circuits beaucoup plus courts. Et ce qu'on avait fait, il y a quelques images là que je commente rapidement. Voilà, la première image, c'est au début, les producteurs ont commencé, ils ont compris, donc ils ont commencé par faire à leur manière l'emballage du produit pour pouvoir aller vers le consommateur. Après, il y a des améliorations au deuxième niveau à droite. Et puis, il y a un troisième niveau et ils ont beaucoup plus amélioré leur emballage. On peut aller de l'avant. Voilà, maintenant là, c'est beaucoup plus amélioré avec une étiquette sur le sac. Bon, ici, c'est le riz avec la quantité qui est dedans. Donc, ça permet de pouvoir aller directement en face du consommateur, alors que quand le produit même était mal présenté, c'est des intermédiaires qui récupèrent d'abord, qui reconditionnent et qui empochent aussi la marge et le producteur se trouve complètement lésé. Donc, cette pratique-là relève des pratiques d'ordre économique. Voilà à peu près aussi une image qui symbolise ça, les ventes directes ou les circuits courts. Maintenant, je veux parler d'un exemple pour pouvoir terminer, d'un exemple de pratique. Je prends un exemple de pratique dans le manuel, les engrais organiques solides et liquides. Et comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, à chaque titre, on a associé une citation qui montre un peu ce qu'on voulait dire par rapport à la pratique. Ici, il faut produire de la fertilité et non de l'acheter. Alors, on peut aller, Ghislain, rapidement. Voilà, donc, en termes de définition, on va définir, comme c'est les engrais organiques, solides et liquides, on va les définir. Donc, la définition est là. Je ne vais plus reprendre ça. Je vous réfère au manuel. Voilà, donc il y a la définition. Il y a le contexte. Donc, on va expliquer le contexte dans lequel on peut utiliser l'engrais organique, solide ou liquide, qui est conseillé pour compléter les apports d'engrais ou bien d'engrais chimiques ou à terme de les remplacer. Voilà, donc on explique un peu le contexte et puis on décrit aussi les conditions préalables d'utilisation de cette pratique-là. Alors, ce qui est important à relever, c'est la portée écologique et les intérêts de chaque pratique. À chaque niveau, on essaie quand même d'expliquer quelle est la portée écologique et l'intérêt que peut procurer cette pratique-là. Donc, il y a aussi une description là. Alors, de façon On a perdu le son. Est-ce que Simplice, tu nous entends? Oui, je vous attends. Ouais. Est-ce que ça va maintenant? Oui, c'est bon. Bon, OK. Voilà, je parlais de la portée écologique et intérêt. Je disais que ça, c'est important dans la description des pratiques dans le manuel. Voilà, je veux revenir sur trois éléments essentiellement. Juste là, on peut aller de l'avant. Par exemple, cette pratique, les engrais organiques solides et liquides, voilà, il faut rester là-bas, on va se référer d'abord aux besoins des plantes. Et là, vous voyez, on a donné quand même quelques exemples des plantes exigeantes, quelle quantité on peut apporter, les plantes moyennement exigeantes et les plantes peu exigeantes.
Donc, avec chaque pratique, par exemple, comme cette pratique-là, c'est l'engrais organique, donc on doit tenir compte des besoins de ces plantes-là. Donc, on a donné quand même quelques repères à partir de l'expérimentation qui a été faite au niveau de la pratique. Alors, deuxième élément essentiel au niveau de la portée, c'est la composition même de l'engrais organique solide ou liquide qui a été fabriqué. C'est vrai que dans notre travail, on n'a pas documenté totalement, mais on a fait quand même un travail sur le rapport carbone et azote pour voir est-ce que l'engrais, l'équilibre qu'il y a dans cet engrais et comment ça peut être utile aux plantes pour lesquelles on va les utiliser. Et le dernier élément, pas le dernier, l'avant-dernier élément, c'est dans le déroulement de la pratique, on est attentif, on encourage à être attentif à la question de température par rapport à cette pratique, parce que si on ne contrôle pas bien la température aussi, ça peut poser des problèmes. Et voilà, donc on encourage à être attentif à cet élément température et à l'humidité et puis à l'oxygénation aussi. Voilà, donc ça, c'est les éléments par rapport à chaque pratique. On a relevé un certain nombre d'éléments importants pour lesquels il faut faire beaucoup attention quand on veut mettre en pratique ces pratiques. Après, on a décrit le matériel qu'il faut, ça est dedans. Et puis, le dernier élément, on va vers la fin, le pH, pour parler un peu de... Bon, voilà les étapes de la pratique. Bon, par exemple, cette pratique engrais organique et solide, c'est en 10 étapes. Bon, on n'a plus besoin de décrire. Il faut choisir un emplacement, il faut rechercher les matériaux. Il faut réaliser des tas, il faut les retourner, il faut mettre les piquets et puis après, il faut passer au conditionnement dans des sacs de jute. Voilà l'image d'un de nos paysans qui avait participé à ce travail-là, qui est en train de mettre en place son tas de compost dans son tas de compost dans son champ. Et là, comme je vous l'ai dit, on a terminé toujours chaque pratique par un témoignage d'une personne qui a expérimenté et qui a obtenu des résultats. Donc, dans le manuel, tout est décrit. À chaque pratique, il y a toujours une paysanne ou bien un paysan qui donne son témoignage par rapport à ce qu'il a fait. Voilà. Oui, Ghislain, vas-y. Un autre élément, peut-être important aussi, on est allé des fois à des comparaisons de l'utilisation de la pratique agroécologique par rapport à une technique ou bien une pratique conventionnelle. Et là, ici, comme on parle d'engrais organiques, on a opposé un peu avec les engrais chimiques. Globalement, on voit, il y a les grilles de lecture, il y a la charge de travail. Quand on le voit, on voit qu'en utilisant l'engrais chimique, la charge de travail elle est faible. Par contre, au niveau des engrais organiques, la charge de travail est beaucoup plus élevée. Au niveau en termes de rendement, bon, plus ou moins élevé. En termes de coût, vous voyez à peu près faible au niveau des engrais organiques, élevé au niveau des engrais chimiques. Mais un élément qui est très important, c'est le pH du sol. Nous savons que généralement en Afrique, nos sols tropicaux ont tendance beaucoup plus à s'acidifier, à devenir beaucoup plus acides. Et en apportant les engrais organiques, la matière organique, ça fait relever le pH et ça permet, ça diminue l'acidité du sol et qui le rend beaucoup plus propice à beaucoup plus de cultures. Alors qu'au niveau des engrais organiques, ça continue toujours par élever le pH. Pollution des eaux. Voilà, Thibaut nous avait déjà dit, avec les pratiques agroécologique, il y a moins de pollution, alors que de l'autre côté, voilà. Donc, on a essayé quand même, à partir de cette grille-là, d'essayer de voir à travers les expérimentations qu'est-ce que la pratique apporte
Et je voulais terminer maintenant par l'aspect du pH que j'ai déjà développé. J'ai dit tout à l'heure, le pH, c'est le potentiel hydrogène. Et au niveau du sol, nos sols africains ont tendance beaucoup à avoir des pH beaucoup plus bas et qui sont acides, alors qu'avec la matière organique, ça permet de relever, d'amener le pH autour de 7-8, qui constitue un pH assez propice pour la plupart des cultures développées sous nos territoires.